Alors, on va voir qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été évoqués ce matin. Donc, ça va permettre de souligner les points importants et puis de répondre aux autres questions, et notamment sur les aspects financiers qui ont peut-être été moins abordés. Alors, donc, Julien Priolet, directeur général de l'entreprise Synergip Rhône-Alpes. Claire-Marie Payen, directrice régionale sud-est du bureau d'études NEPSEN. Magali Schweitzer, directrice du développement de la Banque de la Transition énergétique, qui est une branche de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et Luc Vicenzotti, qui est responsable immobilier énergie-environnement du réseau Auvergne-Rhône-Alpes de BPI France. Donc merci d'être là. On va commencer par vous, Julien Priolet. Alors, vous dirigez une société spécialisée dans le transport de personnes handicapées. Vous avez à peu près 200 conducteurs accompagnateurs, une centaine de véhicules, un entrepôt, presque 1000 m² de bureaux et autres locaux. Ça plante un petit peu le décor. Ce que j'évoquais en introduction de la matinée ce matin, comme beaucoup de chefs d'entreprise, vous vous disiez bien qu'il allait falloir se poser sérieusement la question de l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie en général dans votre entreprise. Et puis là, arrive une explosion des prix de l'énergie un peu du jour au lendemain. Et là, on se dit, finalement, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour être prêt à prendre les bonnes décisions, là, maintenant, tout de suite, face à l'urgence? Bonjour à tous. Oui, en effet, depuis maintenant de nombreux mois, nous réfléchissons à une démarche RSE, au sens large, et différentes actions avaient déjà été lancées au sein de l'entreprise. Alors, on est très orienté transport du fait de notre activité, et pendant longtemps, les économies d'énergie, c'était principalement les économies de gasoil sur notre flotte, puisqu'on travaille dans un secteur où il n'y a pas d'offre qui n'est pas gasoil pour les minibus adaptés aux personnes handicapées. En tous les cas, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui pour notre entité. Et donc certaines actions avaient été lancées assez en amont, même de la crise énergétique, comme le changement des ampoules en LED, comme la mise en place de détecteurs dans les couloirs pour éviter de tomber sur des ampoules allumées l'été. Et la crise énergétique a accéléré notre volonté de bouger, à la fois sur les sujets de carburation et à la fois sur notre siège qui est situé rue de la Poudrette et qui est un vieux bâtiment industriel dans son jus, avec près de 1000 m² de locaux tertiaires et puis 4000 m² d'entrepôts très poreux et plein de fuites, mais dont on a la propriété et dont on n'a pas le souhait de se séparer, car il est très bien placé dans notre activité de transport. Ce dont je me suis aperçu, c'est que la première chose qui manquait pour avancer, c'était avant tout du temps, puisque on est très au fait de notre activité transport, mais il n'y a pas de ressources dédiées pour réfléchir aux projets qu'on voudrait mener hors moi-même. Et puis, on a une orientation qui est toujours celle de ce qu'on fait vivre. Donc, on a un responsable technique qui fait vivre nos fournisseurs. Le réparateur du portail cassé, on connaît. Aller trouver des fournisseurs nouveaux pour travailler à un projet même de bornes électriques, ça a été un challenge. On avait fait une commande pour installer nos premières bornes électriques avant d'avoir les véhicules, mais pour mettre le pied à l'étrier au mois de janvier, les bornes ne sont toujours pas en état de marche. Et normalement, ce sera bon à la fin de la semaine, mais entre les temps de financement, d'arrivée du matériel, une installation cet été, des composants qui manquent, peut-être a-t-on cumulé différentes difficultés qui auraient pu être surmontées avec un process un peu plus rodé, mais chaque projet devient un challenge et peu de temps pour y réfléchir, pour se familiariser avec les différents environnements réglementaires. Alors, sur le transport, on connaît, quand on a beaucoup réfléchi sur la ZFE, même si on n'a pas toutes les réponses, on s'est posé presque toutes les questions aujourd'hui. Sur des sujets plus nouveaux pour l'entreprise, tels que photovoltaïque, le chauffage, on a une vieille chaudière, est-ce qu'on doit la garder ou pas? On se sent globalement assez seul et on n'a pas de ressources dédiées en interne. Le deuxième point donc, qui est très lié, c'est comment on se fait accompagner. C'est pas votre cœur de métier. Vous avez autre chose à faire. Oh non, c'est pas le cœur de métier. Il n'y a pas la compétence clairement dans l'entreprise et il y a le temps qu'on peut y consacrer.
Au niveau de l'accompagnement, moi j'ai sollicité dès le mois d'avril, et je salue M. Evin que j'ai vu intervenir tout à l'heure, une visite énergie du programme Lyon Éco-Énergie. Et à dire vrai, en préparant la table ronde, je me demandais comment j'avais eu l'idée. Et je pense que c'est sur des recherches Internet, autour de la ZFE. Mais tout ça reste très compliqué d'aller chercher l'information et de trouver un accompagnement. Donc on a réalisé cette visite énergie, sollicitée en avril, on l'a faite sur le mois de juin et le mois d'août. Ça a été très précieux, ça a posé un état des lieux, on va dire, pensé, organisé, avec des temps d'échange et de conseils qui étaient très intéressants. Mais en revanche, maintenant on a le plan d'action. Donc ce qui était facile, soit était lancé, soit est en cours de lancement. Et puis ce qui est plus complexe, ou plus lourd en termes d'investissement, il faut l'arbitrer, il faut rédiger des cahiers des charges, trouver des fournisseurs. Et là, on se heurte à la même problématique de temps. Donc sur l'accompagnement, il y a deux alternatives aujourd'hui qui existent. C'est, en tout cas auxquelles j'ai réfléchi, se faire accompagner par une nouvelle ressource. On n'a pas franchement les moyens dans ma PME aujourd'hui de recruter un poste dédié là-dessus. Éventuellement trouver des ressources en alternance, avec il y a des choses qui se font un peu originales sur la transition énergétique. Donc ça fait partie des pistes pour avoir un début d'accompagnement, mais ça restera insatisfaisant, ça représentera des charges, et au minimum des charges de temps d'accompagnement, parce que se faire accompagner par un spécialiste, quand on l'a trouvé, c'est précieux, puis intégrer un jeune étudiant qui va libérer un peu de temps, ça reste de l'investissement qui va devoir être consacré. Et, ouais. Merci. Ouais. Pardon, je vais vous couper parce qu'on va faire un tour assez rapide pour garder un temps d'échange avec la salle. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien dressé le portrait avec les trois niveaux d'avancement. Le premier, ce qu'on appelle les actions sans regret, dire bah oui, on a des luminaires un peu vieux, on va mettre des LED, et là on sait que les économies, on en aura, les détections de présence, donc on joue sur les petits réglages des actions. Et puis ensuite, on a besoin de quelqu'un, et là vous avez fini par trouver la bonne porte, et d'avoir un tiers de confiance qui vient vous aider à structurer dans les différentes idées que vous avez, ce qui relève à regarder de plus près ou à écarter ou à faire vraiment encore une fois sans regret. Et puis après, et là vous en êtes là si je comprends bien, vous avez besoin d'ingénierie plus spécifique pour mettre en œuvre les travaux, un peu de maîtrise d'œuvre comme a évoqué Hakim, et puis de financement, et ça ce sera l'objet des interventions pour les deux. Trouver l'accompagnateur, effectivement, ça fait bien écho à ce que vous faites au bureau d'études Nepsen, Claire-Marie Payen. Donc je vais vous donner la parole. Avec de l'accompagnement de nombreuses entreprises pour leurs bâtiments tertiaires, avec un travail de bureau d'études, je dirais, assez classique d'identification des actions, mais depuis quelque temps particulièrement axé, entre autres, sur les actions de sobriété, parce que ça répond bien sûr à une demande, et puis parce que si on veut aller vite, c'est la seule solution pour faire des économies dès cet hiver, quoi. Donc dites-nous un petit peu, dans les dernières actions que vous avez faites, ce qui vous a marqué, les difficultés que vous avez, puis les actions qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec le 10 à 20% qui a été évoqué ce matin, qu'on gagne par les actions de sobriété, voilà, par exemple, sur ce que vous avez identifié? Bonjour à tous. Donc chez Nepsen, on a toujours travaillé sur des actions de sobriété et de performance énergétique assez fortes, parce qu'on est engagé en région, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très dynamique sur ce sujet-là, sur des sujets de type contrat de performance énergétique, donc avec des engagements réels et de la mesure de performance après travaux réels, ce qui fait tout à fait écho au décret éco-énergie tertiaire. Et on a eu l'occasion de travailler sur les 2 dernières années pour l'ADEME et la CCI des Alpes-Maritimes sur une étude énergétique focalisée sur les consommations électriques de bâtiments tertiaires, assez représentatifs de la diversité du secteur, donc dans les Alpes-Maritimes. Et à ce titre-là, le but était de réaliser un audit énergétique du même acabit que ce qu'a présenté Hakim Amadou tout à l'heure sur le dispositif Booster, qui s'en inspire, mais également de travailler
sur des actions à faible temps de retour sur investissement et de suivre leur mise en œuvre et les performances atteintes 6 mois après la mise en œuvre. Donc ça faisait partie intégrante de notre mission qui ne se contentait pas d'être juste un audit sans suivi de la mise en place. Donc tout ça, effectivement, cadre très bien avec l'actualité, puisque la nouveauté du décret éco-énergie tertiaire, c'est bien qu'on s'intéresse aux consommations réelles et pas à des consommations théoriques, type par exemple le niveau BBC rénovation, qui ne va pas prendre en compte l'usage du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est ce que les intervenants ont rappelé toute la matinée. Hein. J'ai circulé dans toutes les salles, c'était un peu au cœur du sujet sur la rénovation. Voilà, en termes d'action donc de sobriété, comment on les a déterminés et quels sont les freins qu'on a rencontrés. Pour les déterminer, d'abord, on a dû se faire accompagner par des personnes qui connaissaient bien le fonctionnement du bâtiment. Parce qu'en tant qu'auditeur, on ne peut pas s'approprier en une journée ou en une demi-journée le fonctionnement du bâtiment et ses usages. Donc ça, c'est vraiment une nécessité impérieuse d'avoir quelqu'un qui connaît le fonctionnement, qui est capable de nous accompagner. Et pourquoi ça? Parce que nous, en tant qu'auditeurs, on sera en capacité de questionner les habitudes par rapport aux usages réels du bâtiment. Pourquoi? Parce que la majorité des systèmes techniques du bâtiment, c'est l'objet des prestations de commissionnement qui ont déjà été évoquées aussi, sont mises en service avec un fonctionnement théorique au stade de la livraison, que ce soit d'un bâtiment neuf ou d'un bâtiment rénové, qui ne va pas forcément correspondre finalement à l'usage qui en sera fait l'année suivante, les 10 années suivantes. Donc il y a un nécessaire besoin de se questionner sur vraiment des habitudes qui ne devraient pas forcément en être. Ça, c'était ce que je trouve vraiment intéressant, et on l'a vu aussi ce matin avec le retour d'expérience de l'IFPEN, c'est que on voit cette zone de rencontre et ce dialogue nécessaire entre l'expert de l'énergie et l'expert du fonctionnement de l'entreprise. Et ce n'est pas des solutions toutes faites qu'on va parachuter. Et on voit que quand on fait cette zone de rencontre, on va chercher des solutions que peut-être le bureau d'études n'aurait pas envisagées et qui vont aller plus loin vers la sobriété sans forcément et sans mettre en difficulté le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'elles ont été imaginées avec les personnes qui sont directement concernées. Et ça, je pense que c'est vraiment une culture de l'accompagnement au changement qu'on n'a pas forcément. Et c'est un peu une révolution culturelle pour tous les ingénieurs. Voilà, vous pouvez peut-être vous dénoncer, les ingénieurs dans la salle, mais qui est ingénieur là? Ah, je pensais que ce serait plus. Il y a peut-être des timides. Je pensais que ce serait... Voilà. Mais voilà. Et il y a peut-être trop d'ingénieurs sur la maîtrise de l'énergie, mais je vous laisse poursuivre. Ce qu'on a constaté, notamment parce que cette étude impliquait des campagnes de mesure électriques, on a commencé par regarder le talon électrique, c'est-à-dire les appels de puissance résiduelle en inoccupation, donc principalement la nuit, pour les sites qu'on a étudiés, pour voir si ça correspondait à un besoin réel. En inoccupation, déjà, les besoins généralement sont beaucoup plus limités. Et on s'est rendu compte, par exemple, sur un site de restauration collective, qu'on avait un groupe froid qui alimentait le traitement d'air de la salle de restauration, qui était en fonctionnement et qui avait des appels de puissance la nuit, en été, qui étaient quasiment les mêmes qu'en période d'occupation. Et la période d'occupation, c'était 8h à 15h. Donc vous imaginez bien les économies d'énergie qu'on peut faire en détectant ça. Donc ce qu'on a rencontré principalement comme action, on va dire liée à la sobriété, à la limitation d'un certain gaspillage énergétique, puisque ça correspond à aucun besoin réel, ça a été principalement effectivement des actions sur les températures de consigne, que ce soit en termes de niveau, d'amplitude, de mise en place de réduits, ce genre de choses. Et donc ça, on les a traités un peu différemment selon l'état du bâtiment, selon l'état des systèmes, l'état des régulations. Est-ce qu'il y avait des régulations individuelles ou pas? Est-ce que les occupants avaient beaucoup la main ou pas? Est-ce qu'on pouvait piloter les occultations aussi pour tout ce qui est lié au confort d'été notamment? Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième qu'on rencontre le plus souvent quand même, c'est effectivement la gestion du fonctionnement des installations de chauffage, climatisation et ventilation qui tournent parfois à des horaires qui sont complètement inutiles. Donc parfois, il y a des contraintes, il y a certaines contraintes techniques, il y a des contraintes d'exploitation qui peuvent expliquer en partie ça, mais du coup, cette campagne de mesure électrique, elle a permis de se rendre compte pas mal de ça. Ce qu'on a constaté aussi en termes d'ordre de grandeur, alors ça, tout dépend sur quoi on compte, et
la référence et le type d'énergie, mais on va dire que nous, ce qu'on a constaté sur cette étude, c'était que les actions de sobriété, on pouvait dire qu'elles avaient un ordre de grandeur d'impact de 5 à 10% sur les bâtiments vus. Moitié, on va dire, lié à du comportemental, donc à de la température de consigne notamment, et moitié sur le fonctionnement des équipements CVC. Voilà. Et les principaux risques ou freins, je dirais qu'ils sont plutôt, si on n'agit pas, on a pu voir dans cette étude justement qu'un locataire d'un bâtiment de bureau et laboratoire a décidé à la fin de l'étude, alors on n'est pas les seuls responsables de ça, parce qu'ils avaient commencé à réfléchir avant, mais à la fin de l'étude où ils se sont rendus compte qu'effectivement le principal point faible du bâtiment, c'était pas l'utilisation qu'ils en avaient, mais effectivement sa performance générale, sa performance thermique, ils ont décidé de changer de locaux, principalement pour cette raison-là, pas pour des questions de place ou de bail. Donc c'est une des conséquences directes de l'application du décret éco-énergie tertiaire. Merci, c'est intéressant, c'est un élément de réponse assez radical à la question qui a été posée ce matin sur que peut faire le locataire. Et c'est aussi une conséquence pour le propriétaire, et on reviendra notamment avec l'exemple de BPI, que ce n'est pas sans conséquence effectivement pour les propriétaires de bâtiments. On va poursuivre avec vous, Magali, si je retrouve mes notes. Vu de la banque, le constat que l'énergie représente pour une entreprise un risque financier, il n'est pas nouveau, il est bien sûr beaucoup plus criant ces derniers temps. Finalement, pour vous, il y a un petit peu de... Il y a le cas de l'entreprise qui vient vous voir avec un projet, je veux faire de la géothermie, je veux faire une isolation, une rénovation complète, etc. Et puis, il y a aussi le cas de l'entreprise que vous avez dans votre fichier client, qui a éventuellement un encours chez vous, et qui ne s'est pas encore posé la question. Et là, si elle ne se pose pas la question, il y a peut-être un risque sur sa solvabilité. Donc, comment vous traitez ces deux cas très, très différents ? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, côté Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on mesure bien l'importance des enjeux énergétiques pour l'ensemble des clients, et pour les entreprises en particulier. Si bien qu'on a créé une filiale, une entité dédiée à la transition énergétique, qui s'appelle Banque de la transition énergétique, il y a 2 ans. Dans les premiers mois, je dirais que c'est surtout les enjeux d'anticipation réglementaire, commerciaux qui primaient. Et depuis 1 an, évidemment, avec la hausse brutale du cours de l'énergie, c'est vraiment un enjeu économique aujourd'hui qui prédomine. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a bien intégré pour les entreprises. Et donc on a ces 2 cas de figure. Donc effectivement, une entreprise qui vient nous voir pour un financement avec un projet qui est déjà construit. Donc là, on va dans notre rôle de banquier classique, je dirais, trouver les bonnes solutions de financement, soit en prêt, soit en crédit bail. Et selon l'ampleur du projet, si cela le nécessite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire regarder aussi dans sa globalité le projet, en faire une analyse économique un peu plus globale. Y compris pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé de priorité, par exemple, sur ses choix, parce qu'on y reviendra après, mais est-ce qu'il a pris le bon maître d'œuvre ou est-ce qu'il est parti sur la bonne solution? Est-ce que vous rentrez dans ce niveau de détail ou de recul? Alors, peut-être pas l'autre, par exemple, ce qu'on va beaucoup passer aujourd'hui, quand même, c'est plutôt des projets ciblés sur une action, notamment tout ce qui est photovoltaïque et l'autoconsommation photovoltaïque. Là, c'est vraiment ce qu'on va passer actuellement. Donc là, on va regarder, par exemple, que la part d'autoconsommation a bien été déterminée, qu'elle a été faite correctement. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Et après, pour les clients, pour les entreprises qui n'ont pas encore engagé de démarche, donc là, on s'efforce, puis c'est vraiment notre ambition, de devenir proactif sur ces sujets. Donc voilà, nos chargés d'affaires entreprises sont sensibilisés puis formés de façon continue sur les enjeux d'énergie. Et on leur demande d'aborder avec les dirigeants d'entreprise progressivement les questions d'énergie. Donc aborder la question du décret tertiaire, est-ce que ils se sont déjà posé la question ou pas, se poser la question de la fourniture d'énergie, se poser la question peut-être de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de déployer peu à peu et de devenir proactif. Et derrière, donc nous on reste que des banquiers, donc on sensibilise, on peut faire ce rôle de sensibilisateur. On ne pourra pas aller plus loin, on fera après nous le financement, mais on s'arrête sur le rôle de sensibilisation. Donc après, si l'entreprise le souhaite, on peut la mettre en relation avec des experts cette fois-ci. Donc on a un réseau de partenaires techniques
qui eux peuvent vraiment faire un accompagnement technique complet. Et nous voilà, on est dans notre rôle après de financeur. Donc le tiers de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, vous êtes en capacité de dire pour tel type d'études, voilà la liste des bureaux d'études que nous vous invitons à contacter, parce qu'on les a présélectionnés et vous pouvez y aller, ils ont les bons cahiers des charges, les bonnes méthodes, et ils vous apporteront les bons conseils. C'est ça, donc on est en train de constituer un réseau donc, de partenaires techniques sur la question de l'efficacité énergétique à la fois des bâtiments et industriels. Là, dans une logique quand même de rénovation globale, de bien prioriser entre les bonnes priorités, parce que ça, nous, on n'est pas capable de dire quelles sont les bonnes priorités, puis c'est un travail quand même d'études assez poussé à faire. Des partenaires aussi sur l'énergie photovoltaïque, parce que dans une phase de massification, c'est une solution assez standard quand le bâtiment s'y prête. Également un partenaire sur la partie fourniture d'énergie, parce que là, il y a ce sujet criant aujourd'hui. Donc voilà, on essaie d'avoir différents sujets, et selon les besoins de l'entreprise, l'orienter vers le partenaire dont il a besoin si c'est nécessaire. Et effectivement, le but, c'est, comme vous le disiez, c'est permettre de faire gagner du temps, notamment aux clients PME, qui n'ont pas forcément de personnes dédiées sur ces sujets dans leurs équipes. Merci. Le lien avec le travail de BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national qu'a évoqué Hakim tout à l'heure, est tout trouvé, puisque finalement vous êtes un petit peu dans la même dynamique avec des clients qui viennent vous voir pour financer des projets, et puis le constat que vous faites quand même malgré tout, c'est que la majorité reste encore peu sensibilisée quand c'est pas leur cœur de métier, et donc l'enjeu c'est comment on fait pour qu'ils se posent les bonnes questions, avec deux cas de figure, pareil ceux que vous avez dans les encours, et puis ceux qui viennent, mais je vous reposerai la question sur l'impact pour ceux qui viennent pour acheter, financer un bien, parce que je crois que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer là-dessus. Bonjour à tous. Je peux commencer peut-être même d'ailleurs par ce volet-là. Et effectivement, c'était le risque dont parlait Claire-Marie aujourd'hui. Le locataire qui se barre, c'est quand même pas rien. C'est le locataire qui part. Et nous, financeurs, et ça c'est le principal sujet, et c'est le principal changement de paradigme aujourd'hui dans le financement de l'immobilier. Si vous venez nous voir pour financer un immobilier ancien, c'est la majorité du parc. Sans programme de travaux identifié, on ne vous financera plus. Aujourd'hui, en tout cas on ne financera plus comme avant, et c'est surtout ça le changement de paradigme, parce qu'historiquement on dimensionnait une dette par rapport à des flux payables par l'entreprise ou par le locataire, et on faisait complètement abstraction de la dimension environnementale de l'actif, de ses performances et de ses consommations d'énergie. Nous aujourd'hui on l'intègre et on n'acceptera plus de financer une opération sans tenir compte de ça, parce que si on n'en tient pas compte aujourd'hui, on sait que l'actif il n'aura pas la capacité de se mettre aux normes demain, de respecter des critères tertiaires. Et en étant un peu caricatural, si on se projette en 2050 avec l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, l'actif deviendra une réserve foncière si on ne fait rien aujourd'hui. Donc l'idée, c'est déjà dans notre action de financeur d'avoir une impulsion dès aujourd'hui en arrêtant de financer comme on le faisait les actifs immobiliers historiques. Une fois qu'on a dit ça, l'idée n'est pas de laisser nos clients au bord du chemin et de pas s'en occuper. Et on a commencé d'abord par une action auprès de nos encours, effectivement, et de nos clients, c'est de leur dire, vous avez un actif qui n'est pas aux normes, on va vous accompagner pour le transformer, pour recréer de la valeur sur cet actif-là. Ou si vous venez de demander un financement, on va vous accompagner pour, à l'occasion de ce financement, vous aider à recréer de la valeur. Donc effectivement, c'est de s'appuyer sur les tiers de confiance. On a, donc on parlait avec Tim tout à l'heure, lancé un diagnostic qui s'appelle Perfimo, où on accompagne en fait les entreprises et nos clients prioritairement, mais aussi le reste du marché sur un diagnostic qui leur permet de les éclairer sur les performances de leur actif à un instant T et de leur donner une trajectoire sur les travaux à réaliser et les performances à atteindre pour remettre en fait ou garder l'actif dans son marché, garder ce locataire, garder ses clients aussi parfois, tout en ayant cette vision progressive en lien avec les étapes du décret tertiaire. Mais j'en disais tout à l'heure qu'on pouvait viser dès à présent 2050. Effectivement, il faut avoir de l'ambition parce que on pressent que les coûts de mise aux normes ils seront de plus en plus importants dans le temps. Et donc ça a du sens d'anticiper les échéances de décret tertiaire et de ne pas les subir, mais de reprendre la main sur son actif. Et puis en faisant ça, on va transformer une charge d'exploitation en immobilisation, et donc on va recréer de la valeur encore une fois sur son actif. Du coup, nous, en tant que financeurs, on peut retrouver de la durée de notre financement. On tiendra compte, et c'est là où le tiers de confiance
le tiers de confiance a du sens, c'est que la plupart des programmes qu'on regarde aujourd'hui ou qu'on regardait, même quand on nous parle de travaux, on a du mal à donner du sens à l'économie qui va être matérialisée derrière et à la manière dont les travaux vont être réalisés. Donc effectivement, la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement que vous pouvez faire sur la maîtrise d'œuvre pour justement lui donner cette importance dans le dispositif, elle est importante pour nous parce que ça va nous permettre de remodéliser une économie de charge, par exemple. Et de se dire, ok, peut-être qu'il va falloir financer un peu plus par rapport à la performance de l'entreprise, mais ça va permettre de gagner et de vous sécuriser votre compte d'exploitation par rapport à ces charges-là. Et la bonne mauvaise nouvelle du moment, c'est quand même ce prix de l'énergie, il crée une accélération de ce phénomène-là et il illustre en fait toute la précarité qu'on a à être propriétaire d'un bâtiment sans s'occuper de ces charges de fonctionnement. Au-delà des normes et des règles du décret tertiaire d'ailleurs, simplement pour pouvoir fonctionner au quotidien, on se rend compte de l'enjeu de travailler sur ce sujet de la transformation environnementale de son bâtiment. Et c'est aujourd'hui, nous, en tant que financeurs, on a intégré cette préoccupation-là et elle est au cœur de notre décision de crédit aujourd'hui. Merci, c'est vraiment intéressant de mettre en lumière les 3 niveaux de risque finalement face à un bâtiment qui consomme trop. Le premier, c'est la facture, c'est vraiment évident. Le deuxième, c'est qu'avec le décret éco-énergie tertiaire, il va falloir faire des investissements qui peuvent être lourds au regard de la valeur du bien au départ. Et puis, s'il n'y a pas d'investissement, c'est la valeur du bien qui est dégradée. Donc on a bien trois risques. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu à titre individuel quand on a fait un emprunt pour acheter un logement. C'est vrai que le banquier, jusqu'à présent, regardait le taux d'endettement sans trop se soucier si pour aller travailler, on prend son vélo ou sa voiture pour faire 10, 20, 100 km. Et bien sûr, ce n'est pas du tout la même capacité de remboursement qu'on a derrière. Et j'ai l'impression que c'est en train de beaucoup évoluer. En tout cas, pour les clients professionnels, clairement, on voit que le virage est bien. On est bien dedans. On est bien dans ce virage-là. Il nous reste une demi-heure pour des échanges. Donc, allez-y pour des questions ou des remarques ou des commentaires. Voilà, merci juste de vous présenter et puis voilà, avant de poser votre question. Oui, merci. Je vous remercie. Je remercie les banquiers et les financeurs de s'intéresser aux charges et à l'usage du bâtiment. Hier, j'étais avec des investisseurs, des promoteurs. Il va falloir. Alors, il faut dissocier les investisseurs des intermédiaires. Les investisseurs, avec les critères investissement socialement responsable, commencent à avancer sur le sujet de l'exploitation. Par contre, il y a une étape au milieu, il y a la promotion et les brokers, les gens et les commerciaux qui vendent des programmes. J'ai eu un échange pendant 4 heures hier. Je fais une présentation vendredi matin avec eux pour essayer de les convaincre de ne pas baisser la valeur de l'actif parce qu'ils ne regardent que le montant du loyer. Les charges, c'est un combat permanent pour leur expliquer que si une entreprise augmente ses charges, notamment de chauffage, etc., dans des proportions qui sont annoncées peut-être de 20, 30, 40% ou plus, ça sera inquiétant. Le sujet, la réponse, c'est de toute façon, pour nous, dans nos programmes, dans nos commercialisations, on regarde le loyer. Si ça ne tourne pas, on baisse la valeur des actifs. Donc, il y a un vrai sujet, je pense, d'échange, de communication auprès de ces acteurs qui sont quand même des rouages incontournables. Hein. Donc, c'est un gros sujet. Je partage votre point sur l'insuffisante prise en compte des enjeux par globalement la profession. Mais en premier lieu, nous, il y a encore quelques mois en arrière. Enfin, c'est un vrai sujet et c'est la difficulté, mais qu'on retrouve peut-être à tous les échelles de la transition énergétique, c'est de concilier le court terme et le long terme. Et effectivement, on est le plus souvent dans une approche court terme. C'est effectivement le loyer du moment qu'on est capable de payer. On n'aura pas cette vision charge. C'est difficile de se projeter. Mais en tout cas, nous, dans notre activité de prêteur, au sein de l'équipe, on refait une approche de valorisation interne et on tient compte de ces impacts-là. Non, mais effectivement, enfin, on voit bien chez de nombreux acteurs le fait de se dire ah oui, il va falloir prendre le virage. Et là, alors malheureusement ou heureusement, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine notamment, mais pas que, font que ces prises de position des dirigeants de ces structures-là font que, enfin, sont vraiment confortés, et clairement là, le virage, il est en train d'être pris et on va rester sur la nouvelle trajectoire, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Oui, allez-y, il y a une question ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter également? Bonjour, Isabelle Rousseau, architecte d'intérieur et technicienne en fluide. Je travaille pour une société tertiaire, donc je l'encourage à aller dans cette dimension. Ceci étant, moi je suis confrontée avec lui de manière concrète sur les contacts de l'ADEME, les contacts des banques, les contacts des gens qui vont bien vouloir nous aider. Voilà. Est-ce que vous avez une liste de personnes à me recommander? Alors, pour les bâtiments publics, notamment les bâtiments des collectivités, il y a le centre de ressources. Réno Tertiaire. Réno Tertiaire. Réno Tertiaire Aura. Et vous tomberez dessus. Donc, alors, il y a beaucoup de ressources qui ne servent pas que pour les bâtiments publics, parce que tout ce qui est technique, bien sûr, est transposable dans d'autres domaines. Après, on voit bien effectivement qu'on est encore dans une période de transition. Et clairement, mais je le dis tous les jours quand je rencontre des députés ou d'autres représentants de l'État dans sa globalité, clairement, on n'a pas assez de bras. C'est évident. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'ADEME, l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 32 équivalents temps plein. Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements, 32 équivalents temps plein. Donc oui, on n'est pas toujours disponible au téléphone et on en est bien désolé. Par contre, on a conscience de ça et on a quand même des budgets pour financer des relais. Et Hakim et Olivier ont évoqué cela. On a des partenariats avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les chambres des métiers de l'artisanat, pour mettre en place des chargés de mission, financer des postes. Maintenant, il n'y en a pas partout, il y a encore des trous dans la raquette. Mais effectivement, ces relais-là, on en a besoin et ils sont très précieux parce que c'est pas l'ADEME tout seul ne peut pas le faire. Ça a été évoqué aussi par les deux intervenants côté banquier. Ils sont en train de mettre en place des formations en interne. Voilà, aujourd'hui, il y a des petits réseaux de chargés clientèle qui sont déjà formés, mais ils en sont encore un petit peu au début. Et c'est une dynamique qui s'est mise en place il y a quelques années ou quelques mois, mais qui est en train de s'accélérer parce qu'ils se rendent bien compte que... voilà. Donc, pardon, je n'ai pas beaucoup de solutions, mais votre constat est partagé. Voilà. Après, il y a quand même beaucoup de bureaux d'études, et il y en a beaucoup dans la salle. Ouais. Une autre question, un témoignage, une remarque ou un angle mort de cette matinée? Allez-y. Bonjour à tous, je suis Anaïs Morisseau, je fais partie du groupe Altine, qui est un bureau d'études en transition énergétique. J'avais une question pour Julien Priolet. Je voulais savoir si par rapport à toutes les actions et préconisations que vous avez eues pour réduire vos dépenses énergétiques, si vous avez eu des freins à la mise en place, peut-être même en interne sur la partie usage ou autre. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus complexes que d'autres à mettre en place au sein de votre entreprise? Oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, les actions qu'on a mis en place, on les a mis en place assez facilement. Changement d'éclairage, on a appelé l'électricien qu'on connaît déjà, il a fait un devis très vite, il nous connaît, il connaît le bâtiment, on a donné le go. Donc les freins en interne, on n'a pas rencontré, puisqu'on n'a pas été pour l'instant sur de la... On n'est pas encore allé, comme conseille M. Evin, sur l'utilisation du deuxième écran ou sur des pratiques vraiment propres aux collaborateurs, mais plutôt sur des actions très faciles à décider et à mettre en œuvre sans impacter le quotidien des collaborateurs. Donc pas de frein à ce niveau-là. C'est plus, je reviens là-dessus, je vais rebondir, je suis navré sur un sujet qui a été évoqué sur le court terme et le long terme qui s'entrechoquent très bien, ouais. sur les intérêts. On a aussi une notion au-delà le terme c'était broker ouais. Bon. Mais même comme dirigeant de PME, on a des impératifs court terme qui sont assez étonnants compte tenu de la crise énergétique et aussi une crise économique. Donc moi, le devis de rénovation du toit que j'ai fait l'année dernière est plus valable et on m'annonce du x1,5, x2.
Et on a donc dans le transport des problématiques liées au carburant, liées à la production de véhicules, à la disponibilité des véhicules. Chaque secteur d'activité connaît ses propres impacts, mais on doit concilier à la fois une projection long terme sur ces changements-là avec comment on finit l'année, comment on a refacturé ou pas un coût du gasoil qui était inanticipable et comment on est accompagné par nos clients et le peuvent-ils seulement s'ils le voulaient. Enfin, donc on a la problématique court terme, elle est parfois de fait, elle est aussi un frein pour le décideur. Moi, dans l'arbitrage du temps que je vais consacrer à certains sujets, je vais parfois aller passer des semaines et essayer de renégocier un prix au kilomètre auprès d'un acteur public qui ne veut pas appliquer une clause d'imprévisibilité malgré toute la doctrine qu'on peut sortir dessus, et pas forcément aller dans l'accélération d'un projet. Et enfin, sur l'argent, sur les sous, si mon toit c'est 300 000 demain, pour le rénover et installer 150 mètres carrés de panneaux à peu près, si j'ai bien compris mes premières approches, on est sur 100 000 les 100 mètres carrés de panneaux solaires, et puis il faut doubler avec la rénovation de mon toit, quoi, à grosse maille. Ben, c'est autant d'investissements pas productifs que je vais devoir faire, alors que je peine aujourd'hui à acheter des camions. 100 000 euros, c'était 3 camions il y a un an, aujourd'hui c'est 2. Donc on a déjà et moi, si j'ai pas ces investissements productifs, j'ai du mal à tourner ou à me développer. Et donc la manière dont seront prises en compte les investissements verts, entre guillemets, que je vais être amené à faire, va compter, puisque si ça alourdit simplement mon investissement dans un modèle un peu perturbé, ça va être plutôt, alors ça va être vertueux, ça va venir amortir des charges que je ne paye pas encore, parce que mes contrats ne sont pas tous à échéance. Donc intellectuellement, je sais qu'il faut que je le fasse, mais ça va être un poids, et ça ne va pas être retraité par le banquier que je rencontre. Alors pendant qu'on attendait le début de la table ronde, j'ai appris l'existence de tiers financeurs. Donc une raison de plus pour être venu partager ce moment avec vous. Mais voilà, quelle solution on a aussi pour que ces investissements nécessaires ne deviennent pas un poids dans un modèle où on nous dit, moi, on a eu la crise sanitaire, le PGE, même si je l'ai en banque, aujourd'hui, c'est de l'endettement. Et je ne peux pas discuter avec mes banquiers pour leur dire que non, mais je suis en train de le rembourser, je ne le touche pas. C'est de l'endettement. Demain, si je mets 300 000 dans mon toit pour faire du photovoltaïque, c'est de l'endettement. Donc ça viendra m'empêcher de faire de l'investissement productif. Avec l'incertitude sur le coût de l'énergie de demain qui ne vient pas faciliter les business plans à 2 ou 5 ans. Comment on sort du taux d'endettement, une action dont on sait par ailleurs qu'elle se paye par ses recettes ou par ses économies? C'est la grande question. Un élément de réponse? Alors nous, j'ai une partie de la réponse, peut-être Magali, tu en as aussi, mais en tout cas, nous, pour nos clients, c'est la limite un peu de cette équation, mais pour nos clients, ce qu'on souhaite faire, en s'appuyant justement sur des tiers de confiance, sur le diagnostic, sur des missions de maîtrise d'œuvre, c'est dire, ben voilà, vous aviez une dette existante qui vous fait tant de charges de remboursement, vous rajoutez des travaux pour répondre au cahier des charges que l'on s'est fixé ensemble, on réétale notre dette historique de manière à ce que les flux de dette ne changent pas et que ça ne vous vienne pas accroître votre charge actuelle en flux de trésorerie. Donc en fait, on y répond par la durée. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres formules magiques que ça, hormis la subvention ponctuelle qui peut arriver sur certaines thématiques, ce qu'on ne fait pas. Mais sinon, en tant que prêteur, nous, c'est y répondre par la durée pour essayer de préserver justement vos cash flows tout en intégrant des travaux. Et deuxième point qui est important, je pense, aujourd'hui, les banques peut-être n'en tiennent pas compte, mais le mouvement va quand même aller progressivement et de plus en plus vers une mise au même niveau des critères économiques et des critères environnementaux. Et c'est un sujet qui, nous encore une fois, on l'a déjà intégré dans notre politique de risque, mais on n'est pas forcément représentatif encore de tout le marché, mais ça va arriver sur le marché d'avoir des critères équivalents entre les performances environnementales et les performances financières pour évaluer un projet. Mais malheureusement pas encore. Non, effectivement, je vais dans le même sens. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va être intégré au fur et à mesure avec de la taxonomie européenne. Donc au niveau des analyses de risque, des choses qu'on commence à regarder mais qui ne sont pas opérationnelles immédiatement. Et après, peut-être sur le point particulier du photovoltaïque, on peut aussi imaginer des systèmes un peu
différents financements, ou aussi en termes de garantie. On peut par exemple se garantir sur les contrats d'achat de vente de l'électricité. Donc ne pas appeler de garantie au niveau non plus des entreprises qu'on finance. Voilà. Sur ce sujet très spécifique, il peut y avoir des mécanismes un peu plus innovants à mettre en place. Sur l'accompagnement, les subventions ont été évoquées. Alors vous savez que les subventions de l'ADEME à la performance énergétique des bâtiments, il n'y en a plus et depuis longtemps. On a des aides à l'ingénierie parce que, je veux le redire, on a besoin d'ingénierie spécialisée. Il ne faut pas se lancer comme le particulier moyen dans des travaux sans avoir un bureau d'études qui structure un petit peu et qui fait un ordre de priorité dans ce qu'il y a à faire et qui s'assure qu'on va chercher vraiment les économies, qu'on va chercher vraiment le gisement d'économies. Et pas juste se contenter d'un devis d'une entreprise qui fait à la fois le dimensionnement et les travaux. Par contre, sur la partie, alors il y a les certificats d'économie d'énergie, ça a été évoqué ce matin, et sur la partie production de chaleur renouvelable. À venir, un nouveau crédit d'impôt qui. Oui, alors vas-y Hakim, parce que moi j'ai pas les infos. Ouais, non, mais... Voilà, donc il est question, vous savez, il y avait un crédit d'impôt pour les PME, pour des investissements de rénovation énergétique qui s'est arrêté au 31 décembre 2021. Et il est question qu'il soit relancé et remis au goût du jour d'ici quelques mois, probablement avant la fin de l'année. Donc il y a ça, il y a le fonds vert pour les collectivités que j'évoquais tout à l'heure, et puis sur la production de chaleur renouvelable, il y a le fonds chaleur de l'ADEME qui, cette année, et c'est sans précédent dans l'histoire de l'agence, est passé en cours d'année de mémoire 340 millions d'euros à un peu plus de 500. Et pour 2023, on a notre budget prévisionnel et on sera à 520 ou 530 millions d'euros sur le fonds chaleur au niveau national. Ça commence à être vraiment significatif comme effort de l'État pour verdir nos consommations de chaleur. Et toujours en rapport avec qui est mon contact et qui va instruire mon dossier. L'enjeu qu'on a à l'ADEME, c'est bien d'arriver à financer les gros et les petits projets. Voilà, il n'y a pas de, et c'est pas péjoratif, on a besoin de tous les projets. Et on met en place ce qu'on appelle les contrats de chaleur renouvelable. Donc on a de nombreuses collectivités. Il y en a une dans la salle pour le Rhône, avec le syndicat du Rhône. On est en train de signer le contrat et on fait une délégation de gestion d'une partie du fonds chaleur. Et donc ce sont des collectivités locales qui instruisent en notre nom les dossiers de financement de façon à pouvoir financer beaucoup plus de petits projets que si nous, côté ADEME, on devait les instruire un par un. Aujourd'hui, on a de contractualiser plus de la moitié de la population de Auvergne-Rhône-Alpes qui est couverte par ce type de contrat. On a, pour les mois qui viennent, on va atteindre les 3/4 et notre objectif, c'est que d'ici 2-3 ans, on ait l'ensemble de la population qui soit couverte, donc tous les territoires, que vous soyez une collectivité ou une entreprise, que vous ayez un point d'entrée pour financer votre projet de chauffage renouvelable, pour faire simple. Donc la géothermie qu'on a beaucoup évoquée, il y a aussi bien sûr le solaire thermique, la biomasse, etc. Est-ce qu'il y a encore une question pour nos intervenants? Si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, Michel Croix, je suis consultant énergétique. Je voulais revenir sur les financements. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au coût CAPEX. Si on s'arrête au coût de CAPEX, on ne fera plus jamais de transition énergétique, c'est fini, on va s'arrêter là, on peut fermer la porte. Par contre, il faut avoir une réflexion, je dirais, qui est une réflexion qui est plus holistique. Moi, je travaille avec les départements et les régions. Il existe des types de financement sur l'OPEX, à partir du moment où on a des efficacités en termes de réduction de coûts énergétiques constatés. Ce qu'il faut se dire, c'est que 80% des bâtiments, du coût de bâtiment, c'est le coût OPEX. Ça, c'est un postulat. La deuxième chose, c'est qu'il existe des types de financement type, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle e-tracting, qui sont faits par la Caisse des dépôts de consignation via la Banque des territoires et qui ont une modalité très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elles financent ni plus ni moins ces fameux investissements avec diminution des coûts OPEX, avec un remboursement qui est à hauteur des économies générées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collectivités peuvent entamer tout de suite, des travaux, des investissements, sans avoir des lignes budgétaires supplémentaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie information à faire, une vraie destination en disant on peut attaquer des choses, des vrais sujets, avec encore une fois une destination d'efficacité et d'efficience, et que là on peut arriver tout de suite à entamer des projets de façon très rapide.
Ouais, merci pour cette remarque pertinente. Est-ce que ça amène un commentaire? Mais c'est vrai que sur le tiers financement, alors on a beaucoup parlé à une époque des contrats de performance énergétique. Moi, je reviens, mais voilà. Voilà. Et on revient sur ce besoin, pardon, j'insiste lourdement, mais de diagnostic et voilà, de s'assurer de quelles sont les bonnes actions. On a vu beaucoup par le passé des contrats de performance énergétique qui étaient proposés par des exploitants de chauffage, par exemple, ou des opérateurs énergétiques de façon générale, qui, dans leur modèle économique, étaient un peu coincés pour aller chercher les économies d'énergie de long terme, et donc finalement aller chercher ce qui est rentable à assez court terme, et donc on faisait 15, 20, 25% d'économie d'énergie dans les bons cas, ce qui est mieux que zéro, mais par contre, on mangeait un peu notre pain blanc. Et quand il faut aller chercher les 40, 50, 60% d'économie d'énergie, là on est sur les temps de retour longs, voire très longs, et on ne sait plus les financer parce qu'on a bouffé toute la marge. Pardon pour l'expression un peu triviale. Donc c'est important d'avoir un diagnostic vraiment costaud au départ pour regarder ce qui relève du temps de retour court, y compris la sobriété, du temps de retour moyen qu'on peut financer avec un tiers investissement privé, et puis du temps de financement plus long où on a besoin d'acteurs comme la Banque des Territoires, comme des banquiers qui raisonnent à long terme et qui ont compris ces enjeux pour faire un package et aller chercher les économies d'énergie dont on a besoin pour résister durablement au choc, comme je l'évoquais ce matin en intro, et aussi pour anticiper le décret, les obligations du décret éco-énergie tertiaire à 2040-2050. Voilà. Investir aujourd'hui pour juste se mettre au niveau à 2030, c'est-à-dire que le temps que les travaux soient réceptionnés, dans 5 ans, il faut refaire des travaux. Quoi. Ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Sur ce sujet-là, effectivement, j'appuie votre propos et je ne peux qu'insister sur le fait de réfléchir vraiment de manière globale et de faire un bon diagnostic au départ, parce qu'une partie, effectivement, de ces financements, plutôt sur des temps de retour sur investissement court, ont plutôt tendance à agir. Alors c'est pas toujours le cas, hein, encore une fois, et puis il y a des sujets pour lesquels ça a été très vertueux, mais ont plutôt tendance à agir pas tout à fait dans la démarche négawatt, qui consiste déjà à diminuer les besoins avant d'essayer d'améliorer l'efficacité des systèmes. Et ça, on le rencontre encore malheureusement trop sur des sites où il n'y a pas eu d'investissement parce que des temps de retour sur investissement trop longs, parce qu'encore une fois, c'est aujourd'hui encore malheureusement l'indicateur principal qu'on regarde, et j'espère que ça va changer effectivement, y compris au niveau des études de financement, et que du coup on a remplacé des chaudières qui sont encore surdimensionnées alors qu'en fait il aurait fallu déjà travailler sur l'isolation du bâti, qu'en plus on a des occupants qui ne sont pas forcément contents parce que ils ont toujours une sensation de parois froide, donc on finit toujours par chauffer des locaux à 22 au lieu de 19, etc. etc. Donc il faut vraiment garder en tête que cette démarche globale, elle doit s'appliquer et permettre de dégager effectivement une stratégie énergétique qui doit être prise en main par les entreprises. Effectivement, vous l'évoquiez très bien aussi. Aujourd'hui, vous n'avez pas les ressources et c'était quelque chose que vous pilotiez comme plutôt un investissement jusqu'à maintenant pur. Pour moi, pour s'approprier les enjeux du décret éco-énergie tertiaire pour les assujettis d'aujourd'hui et de demain, et tous les autres d'ailleurs, puisqu'on a une trajectoire commune à suivre, il faut absolument que la stratégie énergétique soit partie intégrante de la stratégie et de la vision de l'entreprise. En fait, ça ne peut plus être juste quelque chose qu'on pilote à part, ça doit faire partie de la stratégie. Et effectivement, ça nécessite des moyens qui sont aujourd'hui difficiles à trouver et en interne et en externe, puisqu'on est tous soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes tensions, je crois. Merci. Est-ce qu'il y a encore un commentaire, une remarque Moi, ce que j'ai noté qui m'a beaucoup interpellé ce matin, c'est que on est en train de changer de regard sur l'innovation. On a beaucoup vu dans les bâtiments l'innovation comme de l'innovation technique. Voilà, il y a eu un peu j'ose pas dire des modes, mais en tout cas, il y a eu des générations d'innovation. Il y a eu la GTB. On parle beaucoup technique quand on parle d'innovation. Et là, finalement, moi, ce que je retiens, un des éléments que je retiens de ce matin, c'est que l'innovation, c'est dans la façon de trouver les solutions
et de les mettre en œuvre. J'ai beaucoup aimé le retour d'expérience de l'IFPEN avec les teams, voilà, je ne sais plus comment ils les appellent, les Dream Teams. On fait et c'est pas que des ingénieurs, et c'est surtout pas que des ingénieurs. Voilà. On a besoin des ingénieurs pour faire les calculs, pour redimensionner la chaudière le jour où on a isolé le bâtiment. Mais par contre, pour dire, bah oui, on peut peut-être accepter que le lundi matin, il fasse 18 pendant 1 heure ou 2, puis après il fera 19, et ben ça, c'est plutôt de l'accompagnement au changement. Et il faut que ce soit les occupants du bâtiment qui le prennent en charge. Si ça vient d'en haut, ça ne fonctionne pas. Et sur le dimensionnement des équipements, parce que on parle beaucoup de la sobriété sur l'énergie, mais il y a aussi la sobriété sur les matériaux. J'ai l'impression, mais il y a beaucoup de bureaux d'études, donc n'hésitez pas à me contredire, qu'on continue à dimensionner des systèmes de chauffage avec les DJU qu'on utilisait il y a 30 ans. Et il y a quand même le dérèglement climatique qui est passé par là. Alors oui, on aura encore des hivers à -10 pendant quelques jours, mais est-ce qu'on a encore besoin de dimensionner avec les mêmes niveaux de puissance au risque d'avoir des chaufferies qui fonctionnent finalement en sous-charge les 3/4 du temps? Et est-ce que le choc qu'on est en train de vivre et cet impératif de sobriété qui est subi malheureusement, alors que s'il était choisi, on le vivrait beaucoup mieux, peut pas aussi nous dire que si 2 heures par an, on ne garantit pas le 20 degrés dans les bâtiments, alors que la loi nous dit 19 depuis déjà un paquet d'années, est-ce que c'est si grave? Voilà. Mais là, on rentre dans un autre niveau de débat. Voilà, je ne sais pas si ça amène des questions. On a encore un petit peu de temps si vous souhaitez ouvrir ce champ-là. Et si il y a encore une remarque ou une question? Ouais. Caroline Couteloup de la société Elan. Donc moi, je suis ingénieure thermicienne et du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la diminution des puissances de chaufferie. Oui, je suis d'accord, il faudrait qu'on diminue les puissances, mais en fait, ce calcul de puissance, il est normé. Donc ça veut dire que les bureaux d'études fluides, ils ont cette norme, ils la suivent, et si à la fin, ils n'ont pas la puissance qui est indiquée suivant cette norme, on peut venir les voir derrière, ils peuvent avoir des problèmes assurantiels, et voilà, donc c'est plus... on est d'accord, hein, ça n'a pas de sens de mettre des puissances extraordinaires. Mais voilà, il y a un contexte réglementaire qu'il faut aussi changer derrière. Intéressant, merci. C'était un des sujets qu'on avait évoqué ensemble lors de la préparation, le fait qu'aujourd'hui, ces normes, et notamment celles qui permettent de dimensionner, elles intègrent le fait qu'on veut un risque zéro et que c'est déjà un changement de paradigme et de réflexion qu'il faudrait qu'on ait tous en se disant qu'effectivement, est-ce que sauf usage très sensible, est-ce que c'est grave si on n'a pas 19 degrés pendant 2 heures à un moment et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est pas intégré dans les normes. C'est pas toujours intégré dans les dialogues avec les bureaux de contrôle non plus, parce qu'on peut parfois dimensionner en ne s'appuyant pas sur cette norme, on l'a déjà fait globalement avec l'accord du maître d'ouvrage, mais encore faut-il qu'on n'ait pas des remarques de type réglementaire, bureau de contrôle, et c'est exactement les mêmes soucis qu'on rencontre aussi sur l'utilisation de plus de matériaux biosourcés, sur le fait de réaliser des avis techniques expérimentaux en chantier pour, par exemple, de la préfabrication bois-paille. Enfin, il y a tous ces sujets-là qui sont sur la table et les bureaux de contrôle et les assurances commencent à se saisir aussi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que la filière avance sur le sujet. Mais je pense qu'en tant que bureau d'études, on doit être force de proposition aussi pour aller sur ces sujets-là. Et notamment tous les bureaux d'études qui sont assistants à maîtrise d'ouvrage et qui conseillent, qui sont la caution technique du maître d'ouvrage. En amont des cahiers des charges, c'est important. Voilà, mais aussi d'être capable de dézoomer justement de ces normes et de vraiment exprimer quel est le risque opérationnel, parce que on arrivera sûrement à une évolution de celle-ci, mais effectivement aujourd'hui c'est un petit peu frustrant de dimensionner de cette manière-là. Oui, et on pourrait dire la même chose sur l'éclairage. Il y a eu une étude du cabinet Enertech il y a quelques années où ils ont fait des mesures de niveau d'éclairement dans des bureaux. Et en fait, tous les bureaux qui respectaient la norme d'éclairement, mais c'était
90 ou 100% des utilisateurs qui disaient mais en fait j'ai enlevé un tube sur 2, je me suis amené une lampe de chevet parce que je peux pas bosser avec la lumière tout allumée. C'est beaucoup trop violent et quand je travaille sur écran, ça n'a pas de sens d'être éclairé autant. Voilà, donc on voit qu'effectivement c'est un peu ceinture et bretelle. Et je ne jette pas la pierre au bureau d'études. J'ai passé beaucoup de temps dans les bureaux d'études. On sait que si on surdimensionne, on prend beaucoup moins de risques de se faire reprocher d'avoir mal travaillé que si on sous-dimensionne. Et donc, voilà, la ceinture de sécurité, c'est un petit peu d'aller dans le sens de la norme et de surdimensionner. Comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Mais il faut peut-être qu'on sorte un peu de ce réflexe. Je ne dis pas que c'est facile. Oui. Allez-y. Bonjour, Annabelle Royer à EMO. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chaleur fatale, en fait, parce que c'est un gisement énorme, surtout dans le domaine des activités, des entreprises. Donc, voilà, ça n'a pas été évoqué et je pense que là, il y a énormément à faire, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est disséminée dans l'atmosphère, dans le sol, enfin voilà, et qu'on pourrait récupérer. Oui, merci de le préciser. Ça faisait partie du etc. dans la chaleur renouvelable que j'ai évoqué. Donc merci, ça va mieux en le disant. Donc effectivement, le Fonds Chaleur finance les énergies renouvelables et de récupération. Voilà, donc ce que vous avez appelé la chaleur fatale, c'est bien celle-là. Peut-être vous vouliez réagir là-dessus. Et puis Magali aussi. Sur ces sujets-là, effectivement, alors sur l'étude que j'évoquais dans les Alpes-Maritimes, on y a été peu confronté au final, mais on a quand même le fameux site que j'évoquais de restauration collective où le groupe froid fonctionnait assez longtemps. Ils ont mis en place, suite à l'étude, justement, une récupération de chaleur. Après, c'est toujours pareil, c'est des systèmes qui sont très très intéressants si on est sûr que déjà la chaleur rejetée, elle est nécessaire au départ. Et souvent, sur les types de sites sur lesquels on a pu travailler, on arrivait plutôt à une diminution de l'utilisation des pompes à chaleur notamment, qui rendait beaucoup moins intéressante la récupération. Donc encore une fois, c'est pas dire qu'il faut pas la faire, mais ça peut être une brique qui peut être apportée derrière, et en tout cas on essaye de travailler déjà sur le besoin. Oui, c'est intéressant, c'est bien la vision globale. Ouais. C'est vrai que si récupérer la chaleur sur un climatiseur qui climatise une pièce dont la baie vitrée est au soleil, voilà, sans brise soleil et pas d'isolation, etc. Voilà, il y a d'autres priorités, mais ça n'empêche pas après d'aller voir ce qui reste et voir comment on peut le valoriser. Oui, puis effectivement, la question de chaleur fatale, je pense que c'est intégré dans l'approche globale. Quand on parle d'approche globale, il y a effectivement cette notion. Et puis, après, voilà, nous, les partenaires avec contrat, justement, demandent cette approche globale de prioriser justement les approches. Et puis, c'est des sujets qu'on voit aussi beaucoup sur l'industrie, là, actuellement, oui. Ça fait partie encore des chantiers qu'on a à l'ADEME de mieux recenser toute cette chaleur fatale dans les process industriels et de voir quels sont les besoins de chaleur autour et pour se raccorder sur des réseaux de chaleur qui existent ou en créer de nouveaux. Voilà, alors, c'est pas un sujet nouveau, mais il y a encore du potentiel, vous faites bien de le souligner. Je voulais juste faire une petite remarque sur la température ressentie, parce qu'on en parle très peu. Enfin, je pense que l'enjeu, il est là quand même. On parle peu de l'hygrométrie. Alors pour ceux qui ont voyagé, allez voir le ressenti de température dans un pays où il fait 35 degrés avec 80% d'humidité et un pays où il fait 35 degrés avec 20% d'humidité. C'est pas du tout pareil. Je veux dire, on ne parle pas de température ressentie. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne le thermostat d'1 degré, donc 7% de consommation en plus, ou rafraîchissement à l'inverse? C'est la température ressentie. On ne parle pas d'hygrométrie. Je n'ai pas entendu un atelier où on a parlé d'hygrométrie. C'est juste incroyable. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, la température n'est pas l'indicateur du confort. C'est un des indicateurs, mais qui est très très. Et les parois froides. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, les questions d'hygrométrie, elles sont encore sans doute sous-approchées aujourd'hui. Et par rapport à l'intervention que vous avez faite et à ce que vous avez présenté en termes de projet, on a par exemple mis en place de la ventilation naturelle sur un lycée. Effectivement, c'était un petit peu expérimental aussi dans le cadre d'un marché de performance. On avait mis uniquement des sondes de CO2 en place et pas d'hygrométrie, effectivement.
Pour autant, dans ce qu'on appréhende dans la majorité des études qu'on voit, effectivement, le principal problème, mais encore une fois parce que c'est le plus facile à voir et il n'y a pas de mesure précise, c'est surtout les ressentis liés aux parois froides. Ça, on en a vraiment beaucoup. Et à titre personnel, nos locaux à Lyon sont dans un bâtiment de bureau qui est entièrement vitré et qui date de la fin des années 90, qui est en train d'être étudié pour une rénovation. Et on a beau avoir des systèmes relativement efficaces en termes d'émissions de chaleur et de froid, effectivement, c'est des locaux qui ne sont pas confortables du tout parce qu'on est sur des parois vitrées très peu efficaces. Et avec en plus des occultations qui sont très très vieillissantes. Donc c'est des problématiques qu'on essaye d'approcher, c'est ce que je disais un peu dans les préconisations qu'on a pu faire dans cette étude pour l'ADEME notamment. On a tenu compte de ces phénomènes-là, en plus du fait de pouvoir réguler ou pas individuellement les commandes. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas toujours mesurable. Mais ça va toujours dans le sens de la réflexion globale et du traitement de l'enveloppe qui est indispensable avant même de traiter le reste. Merci, ça va m'amener à la conclusion sur la sobriété structurelle. Parce que finalement, quand on est dans une passoire thermique, c'est un peu la double peine. On a beau souffler à 21, c'est pas confortable. Par contre, quand on est dans un bâtiment qui a été rénové, BBC, en traitant les ponts thermiques, en traitant les fuites d'air, en traitant les parois froides, etc., et ben on va souffler à 19 et on va être bien. On va souffler à 19 et on va être bien. Et donc, on a donné les moyens à l'usager d'être sobre sur sa température de consigne. Voilà, donc, ce n'est pas que le petit geste individuel, la sobriété, c'est aussi donner les moyens aux utilisateurs. On pourrait dire la même chose sur la mobilité, etc., qui n'était pas l'objet de la journée. Merci beaucoup. Merci pour vos contributions actives, pour cet échange riche. Merci beaucoup à nos intervenants qu'on peut applaudir. Je pense qu'il y a à manger dehors. Oui, voilà. Ouais. Et puis moi, je voulais vraiment remercier chacun des intervenants de la table ronde, mais aussi tous ceux qui ont présenté des sujets et qui les ont préparés et mis du temps à non seulement le temps pour venir ici et les présenter, mais pour préparer tout leur support. Merci beaucoup. Et puis je veux bien qu'on fasse un petit merci pour Hakim parce qu'il n'a pas ménagé sa peine pour organiser cette matinée. Donc si on peut applaudir. Et les collègues. Voilà. Merci, c'est gentil. Et puis, les merci collègues à Olivier, Loïc et Marie qui ont donné un coup de main également. Merci à vous, eux. Évidemment, participantes et participants. Il y en a qui sont restés, qui étaient là dès 9h jusque maintenant. Et puis donc, on poursuit les échanges. Il y a un petit buffet qui est organisé juste derrière. Merci.